Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne. Et aujourd'hui, c'est reparti pour un épisode avec un invité, Mathieu Quicré, qui est un psychologue, mais surtout un ancien athlète de e-sport et qui est toujours actif dans ce domaine. Petit changement de décor depuis les dernières interviews. On est à Renan, là où se fabriquent les boissons comme le Urban Kombucha. Si vous avez déjà goûté ça, c'est ici que ça se fait. On voit les cuves derrière. Il y a un super décor, puis ils ont été assez sympas pour nous les prêter pour le podcast. Donc on mettra les liens pour leur site en commentaire. Mathieu, bienvenue. Salut. Comme je disais, on a discuté un peu en off. Ça fait presque 10 ans, je pense qu'on ne s'est pas vu. On se croisait autant dans les auditoires que dans les soirées de psychologie. Et puis, je t'ai perdu de vue depuis toutes ces années. Et tout d'un coup, je suis retombé sur toi, sur ton profil. J'ai vu que tu avais fait... je savais que tu étais dans le e-sport à l'époque, qui était pas encore quelque chose d'aussi sérieux que l'ampleur que ça a pris aujourd'hui. Et puis, je me suis dit qu'en fait, il fallait que je t'invite sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter avant qu'on commence? Écoute, je pense que tu as déjà fait un bon travail. C'est déjà intéressant que tu m'aies introduit en tant que psychologue. C'est vrai, j'ai même tendance à oublier moi-même, psychologue de formation. Donc, Mathieu Quicré, un plaisir d'être ici. J'aurai 33 ans en juin, donc le temps passe. J'ai fait des études de psychologie à Lausanne, au bachelor et ensuite à Neuchâtel pour le master. Et en parallèle, déjà à l'époque, j'avais un pied, voire les deux pieds dans l'e-sport, donc dans les jeux vidéo, précisément Counter-Strike, le jeu qui m'a pris et qui me prend encore toutes ces années. Et puis, au lieu de suivre la voie psychologique pure à la fin du master, j'ai continué une carrière de joueur professionnel pendant plusieurs années. Et puis, j'ai pris ma retraite en 2018, considérant que j'avais passé suffisamment d'heures et j'avais plus forcément la flamme de s'entraîner 7, 8, 9, 10 heures par jour. Et un peu par hasard, une offre m'est tombée un peu sur le nez en tant qu'ancien joueur pour être consultant à la télévision, on va dire, pour les compétitions, chose que j'ai tenté l'expérience. Et 5 ans plus tard, je fais toujours ça. C'est toujours mon activité. Donc, toujours un immense plaisir d'être à fond dans les jeux vidéo. Parce que du coup, cette carrière de joueur déjà, tu l'as construite forcément pendant les études déjà. Et puis après, comment ça a fonctionné? Tu travaillais à côté et tu avais Ouais. cette carrière en parallèle? Alors, déjà, comme tu l'as expliqué dans l'intro, l'e-sport, c'est vraiment développé, on va dire, dans les 10 dernières années, pour être grosso modo. Et ça a pris une ampleur très impressionnante, de telle manière qu'il y a beaucoup de gens qui en vivent maintenant. Ce n'était pas forcément le cas il y a 10 ans. Donc, pour moi, ça a commencé avant tout avec une passion, finalement, pour un jeu que j'adorais plus que tout. Une passion pour la compétition aussi, l'envie de se mesurer, d'être meilleur qu'eux, de s'entraîner, de s'améliorer, etc. Et puis, tout le temps que j'ai passé finalement à m'entraîner dans ce jeu-là, je suis devenu fort, suffisamment fort pour être recruté par des équipes. Mais à l'époque, et quand je dis à l'époque, on va dire 10 ans en arrière, ou un peu plus de 10 ans en arrière, c'était semi-amateur. Je veux dire, on gagnait pas d'argent ou très très peu d'argent. C'était plus par plaisir de la compétition. Et entre les années 2000, grosso modo 2013, 2015, ça a vraiment pris un énorme essor. Ça s'est extrêmement développé financièrement, beaucoup plus de sponsors, beaucoup plus de spectateurs. Et tout à coup, c'est devenu viable, en fait, d'en vivre. Mmh. Chose qui n'était pas le cas à l'époque. Donc, comme tu le dis, j'étais un étudiant pendant plusieurs années. Je jouais en parallèle le soir ou quand j'allais ou j'allais pas à l'université. Ça dépendait les matins. Et puis, tout d'un coup, on m'a proposé, voilà, en me disant, il y a un contrat. Si tu veux, tu peux avoir un contrat professionnel. À l'époque, je travaillais comme consultant à Berne, dans une société qui s'appelle FX, qui était dirigée par un ancien, ou peut-être toujours professeur à l'université de Neuchâtel, que j'adorais, qui était vraiment un mentor pour moi. Mais je me suis dit, voilà, j'ai l'opportunité d'être joueur professionnel. Arguably, ça n'arrivera plus jamais dans ma vie. Mmh. Donc, on va suivre ce chemin, on verra où ça nous emmène. Et ben voilà, 8 ans plus tard maintenant, je suis toujours là-dedans. Donc, c'était un peu... c'est arrivé pas comme une coïncidence, mais c'était pas forcément le chemin que j'avais planifié de prendre à l'époque. Mmh.
Donc, c'est une opportunité, un Ouais, contrat tout d'un coup qui est arrivé qui t'a fait prendre exactement. cette décision. Voilà, et quand le contrat est arrivé en 2015, j'ai dû finalement me décider entre suivre la voie psychologique dans ce cabinet de consultant à Berne, ou alors vraiment me lancer comme joueur professionnel, cette fois-ci à 100%, avec aucune autre activité, parce que je dois quand même avouer que mes 2 années de master ont été vraiment compliquées en termes de temps de travail. Si on imagine les cours, le stage, je travaillais donc à 50% à Berne, plus jouer. Je recommande pas. Ouais. Je regrette pas, mais je recommande pas. Mais en 2015, j'ai eu le choix et la possibilité de dire: «C'est ce que je vais faire maintenant, je vais essayer et on verra où ça va m'emmener». Et heu et 2018, c'était de nouveau un peu une année charnière où je me suis dit: «Bon, j'ai plus envie de jouer». Mmh. J'ai exploré cette, facette, j'ai exploré cette piste. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et puis voilà, une nouvelle opportunité s'est présentée que j'ai saisie et puis, OK. que j'ai continué à apprendre, quoi. Donc, tu as su aussi trouver le moment où tu as écouté voilà, en fait, maintenant j'ai un peu fait mon temps là-dedans, j'y trouve plus autant la même, le même intérêt. Il faut que je me tourne vers autre chose. Puis c'est là qu'il y a une autre opportunité qui est venue. Et c'était quoi les autres, pistes sur lesquelles tu serais parti? Ben, déjà, encore je veux pas parler de regret, mais je pense qu'il y a une partie de moi qui se demande: «Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais exploré cette voie, vraiment purement psychologique?» En tant que Mmh. consultant, en psychologie du travail, que je trouvais fascinante et que je trouve toujours fascinant finalement. Mmh. Ça m'intéresse toujours. Donc périodiquement dans mon chemin de vie, j'ai eu un peu des moments où je me suis dit: «Tiens, est-ce que je devrais pas bifurquer de nouveau Mmh. et aller voir qu'est-ce qui se fait, dans ce métier-là?» Je pense que pendant quelques années aussi, j'ai eu, finalement la crainte de ne plus être, employable, si on veut, Mmh. dans ce domaine. Parce que voilà, avoir un papier, c'est bien, avoir un mémoire, c'est bien, mais à un moment donné, il faut aussi de l'expérience. Donc je me suis posé la question quelques fois. Mais, comme tu dis, je pense que c'était important pour moi de me questionner et finalement d'essayer de m'écouter, de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire, qu'est-ce qui m'inquiète, et heu et prendre un peu au jour le jour comme ça venait, quoi. Mmh. J'ai plein de questions, qui viennent Attaque. typiquement par rapport à, si tu parles de entre 7 et 9 heures d'entraînement par jour. Mmh. Heu, Moi, la première question qui, m'est venue ces dernières années à chaque fois qu'on parlait de gaming et que je me projetais un peu, avec, des enfants. J'ai pas encore, d'enfants, mais je me disais: «OK, ben, nos parents, c'était assez simple, quoi, on jouait aux jeux vidéo et puis, bah, ils nous disaient qu'il fallait qu'on se calme au bout d'un moment». Heu, alors les études qui se font maintenant, ça a été souvent décrié, les jeux vidéo. Maintenant, il y a quand même pas mal d'études qui sortent et Mmh. qui montrent que ça a plein d'intérêts, au niveau cérébral, au niveau des réflexes, au niveau de l'attention et cetera. Je pense aussi après dans certaines mesures. Mais comment est-ce qu'on fait? Parce qu'il y aura sûrement plein de parents qui vont écouter cet épisode. Comment est-ce qu'on fait pour faire la différence entre un jeune qui est un jeune ou un moins jeune, qui est dans le jeu excessif, où c'est problématique, où ça, je sais pas, ça a des répercussions, Mmh. sur sa vie, sur sa santé et cetera, et un jeune, bah, en fait, qui est hyper investi, qui a un plan de carrière et puis qui, en fait, s'entraîne rigoureusement. Hem, alors, c'est déjà premièrement une question qui est extrêmement légitime. Je pense que étant moi-même un peu un advocate pour les jeux en général, j'ai conscience que c'est évidemment une problématique, qu'il faut discuter. Je pense que premièrement, mes parents avant tout ont fait un excellent travail pour gérer ça, les premières années. Parce que aujourd'hui, c'est très facile de regarder ma situation et de se dire: «Ah mais il a pris les bons choix». Je veux dire ça fonctionne bien, il a du succès, il est épanoui, finalement tout est beau. Mais il y a, je pense, eu beaucoup de moments de questionnement de leur côté parce que j'étais quand même extrêmement investi dans les jeux vidéo, même jeune, je veux dire même à l'adolescence, je jouais déjà à ce jeu donc CS dont je parle. Beaucoup d'heures parce que j'aimais le jeu et que j'étais fort et j'avais envie de chercher la performance et j'avais envie d'être meilleur. Hem Donc il y a eu probablement des moments où ils se sont posés la question. Heu, Mes premières compétitions, ils m'emmenaient dans des halles de gymnastique à l'époque où il y avait, une centaine de pour eux, une centaine de perdus qui connaissaient pas en disant: «Mais qu'est-ce que c'est mon ado? Qu'est-ce qu'il fait dans cette salle?» Énormément de questions. Après je pense que ce qu'ils ont vraiment réussi à faire avec moi, c'est d'avoir une ligne de communication ultra ouverte et d'être honnête. En disant: «Voilà,
euh, ça, c'est ce qu'on attend de toi si tu veux continuer à jouer autant, à aller dans ces endroits, etc. On veut que l'école se passe bien, qu'il y ait un équilibre social, et des amis, que tu continues à sortir, et que tu nous dises si tu vas bien. Mmh. Et moi, j'ai vite compris finalement que tant que j'adhérais à ces règles, ben, j'aurais la liberté dont j'avais besoin pour explorer un peu ma passion. Après, quand j'étais plus jeune, c'est là où l'art d'être un parent, quand j'étais plus jeune, je me rendais pas forcément compte que c'était dans mon intérêt. Mais au final, ils avaient raison Mmh. à maintenir une bonne régularité à l'école, avoir toujours une balance entre l'écran d'ordinateur, mais aussi sortir, voir les gens, discuter. Ils se sont assurés que je maintenais ces balances, ces équilibres. Et une fois que c'était fait, je pouvais juste y aller. Et finalement, peu importe à l'époque que je devienne un professionnel ou pas, peu importe que j'ai du succès ou pas, peu importe que je gagne de l'argent ou pas, ces questions-là se posaient même pas quand j'avais Mmh. 16, 17, 18, 19, 20 ans, ça se posait même pas. C'est plus tard que mon succès, entre guillemets, est arrivé. Mmh. Mais ils avaient déjà un peu posé un peu les briques pour que j'explore ça de manière saine. Et pour moi, c'est ça le plus important. C'est de comprendre qu'il y a évidemment, je dirais, une dimension de on peut se perdre dans une activité comme le jeu vidéo, à même titre qu'on peut se perdre dans d'autres activités, Mmh. qui ont la capacité d'un peu de s'évader, peut-être d'une vie qui nous plaît pas ou d'une situation qui nous plaît pas ou d'aller chercher du réconfort. Faut pas oublier aussi que le jeu vidéo est extrêmement social pour moi. Mmh. Mmh, l'immense majorité des plus belles amitiés que j'ai construites sont faites au travers d'un écran d'ordinateur au tout début. Mais je pense que si c'est pas un peu contrôlé, si on vérifie pas à quel point c'est sain ou pas, oui, on peut s'y perdre. On peut exagérer, on peut s'endommager finalement. Donc, ça, j'ai pas envie d'ignorer cette composante. Je sais que c'est le cas. Il faut juste le prendre en compte et essayer de faire ça de manière saine, quoi. Ouais, c'est ça qui est, en fait, je trouve encore plus intéressant, c'est que maintenant, bah, il y a des jeunes, qui peuvent partir, en fait, commencer à jouer dans le but Mm. de faire carrière et puis que ça devienne un gagne-pain. Alors que toi, c'était enfin, il y a 10 ans, c'était bah, on voyait des fois des prize money, même Mhm. si c'était pas grand-chose. Quand tu es jeune, tu dis: «Ah, c'est incroyable!» mais c'est fou de ta part, alors toi, il y avait la passion, mais de la part de tes parents aussi, d'avoir soutenu ça, d'avoir su mettre le cadre, mais tout en Mhm. te soutenant là-dedans. Parce qu'eux, ils avaient pas cette vision, de carrière ou que ça tu pourrais en faire un truc de ta vie, quoi. Ouais, t'as raison. Je pense que euh, mes parents se sont vite rendus compte en me regardant à la maison, parce qu'évidemment on avait un ordinateur, et l'immense majorité du temps, les compétitions, on va dire, à l'époque, se passaient à la maison. Même si maintenant tout a changé, on a des compétitions dans des stades, et cetera. À l'époque, c'était très déjà sur internet, puis c'était à petite échelle. Mais je pense que rapidement, mes parents se sont rendus compte des émotions fortes que je vivais dans ces moments Mmh. et à quel point ça me rendait heureux. Heu, voilà, finalement, je dis heureux, mais il y a un peu tout le spectre des émotions qui y passe, hein. Ouais. J'ai perdu des matchs horribles, j'ai gagné des matchs géniaux, il y a des claviers qui ont été cassés quand j'étais plus jeune, enfin, je veux dire, on passe un peu par tous les coins, mais je pense qu'ils se sont vraiment rendus compte qu'il y avait là une passion pour moi, une vraie passion, heu et que, comme tu le disais un peu avant, même si à l'époque les jeux vidéo avaient socialement pas la cote, je pense qu'il y a 15 ans en arrière, on faisait encore des reportages sur TF1 sur, Cédric qui mange pas avec ses parents. C'était Mmh. le baseline où on se trouvait en termes de jeux vidéo. Mmh. Eux, de leur côté, se sont vraiment vite rendus compte qu'il y avait énormément de positifs qui en sortaient. Ah, que, déjà je m'entretenais avec, des personnes qui étaient un peu plus âgées. Du coup, en termes de maturité, pour moi, ça me faisait énormément de bien. Parce que quand j'étais adolescent, j'avais tendance à pas forcément me sentir à l'aise avec, les gens de mon âge. Donc pour ça, c'était extrêmement stimulant pour moi mentalement. C'était aussi j'apprenais finalement à gérer, heu, la colère des fois, la déception, rater le coche, rater une match, rater une finale, rater une qualification. C'est tout des choses qui, même si c'est juste en jeu vidéo, c'est une manière d'apprendre à gérer ces moments-là. Et puis après, bah, tout le positif, quoi. Enfin, moi, j'ai appris l'anglais grâce aux jeux Mmh. vidéo, j'ai appris l'allemand grâce aux jeux vidéo, les voyages. Ça, c'est tout des à côté un peu objectivement Mmh. intéressants qui sont arrivés. Mais je pense qu'ils se sont rendus compte de tout ça, du bien que ça me faisait. Et puis que tant que les barrières de sécurité étaient en place, en tout cas quand j'étais plus jeune, ben, finalement, pourquoi empêcher notre enfant de s'épanouir là-dedans, Mmh. tant que c'est de manière, saine, quoi. Bah, je pense qu'ils ont eu
en fait, ils sont allés chercher plus loin que le cliché, comme tu dis, où à la base, voilà, le jeu vidéo, OK, c'est sympa, ils s'amusent, mais c'est juste un divertissement, et puis avec cette connotation vraiment que c'est mauvais, quoi. Mmh. Donc c'est vrai que si on part de ce principe-là, avec n'importe quelle passion que notre enfant aura, bah, ça va mal se passer. Dès le moment où je pense qu'ils ont été suffisamment ouverts, puis à s'intéresser à Mmh. vraiment, finalement, qu'est-ce que ça t'apportait, qu'est-ce que tu vivais là-dedans, ben, il y a que comme ça où tu peux ouvrir l'esprit. Et je pense que par rapport au e-sport, c'est vraiment un gros travail de déconstruction Ouais. qu'on doit avoir, parce que tu vois, tu dis: «Ah mais c'est qu'un jeu vidéo», mais c'est jamais un truc qu'on dit par rapport au sport. Mmh, bien sûr, c'est Tu vrai. vois, ton gamin qui va, tous les jours faire du foot ou du basket, peu importe, et puis qui y va toute l'après-midi, tu vas jamais t'inquiéter. Mmh. Alors qu'en soi, c'est juste un jeu aussi, puis tu mets une balle dans un panier. Ouais. Donc il y a vraiment où le fait, même moi, je me disais: «Mais c'est complètement débile de regarder des gens jouer Qui joue, bien sûr. à des jeux vidéo». Finalement, en fait, je voyais pas de souci à regarder un match de basket, mais c'est exactement la même chose. Bah, ouais, je pense que, socialement, en tant que vraiment construit social, l'e-sport s'est développé ces dernières années pour gentiment atteindre une légitimité qui se rapproche des sports, traditionnels, et même si évidemment on n'y est pas encore. Heu, mais le chemin parcouru a été énorme, dans les mentalités en général, dans l'image que les gens ont, des athlètes, du jeu vidéo, de qu'est-ce que ça sous-entend. Donc, effectivement, tu as raison. Mes parents ont aussi eu, finalement la force de caractère de résister à l'image que ça pouvait renvoyer d'eux et de la famille à l'époque. Parce qu'il faut s'imaginer, pour l'anecdote, quand j'ai 16 ans et que mes camarades vont en voyage de fin de on appelait le collège, je pense à l'époque, école secondaire. Ouais. On avait un voyage, je pense que c'était en Slovénie, une semaine. À l'époque, je m'étais qualifié pour ce qui était la coupe du monde. Donc avec mon équipe en Suisse, on avait gagné la place qualificative pour la Suisse. Hem, Ce qui est pour moi, à ce moment-là, le pic, c'est l'apothéose de ma vie probablement. Donc quand je gagne cette qualification-là, ça valait tellement cher à mes yeux, et je me vois encore dans le bureau du directeur, collège avec mes parents en expliquant pourquoi je peux pas aller en Slovénie. Je Ouais. m'excuse, c'est pas que je veux pas passer un moment avec mes camarades, mais j'ai cette qualification pour cette coupe du monde qui vaut tellement cher à mes yeux, c'est tellement incroyable. Alors oui, à l'époque, c'est vrai, quand on vient d'une petite ville, au fin fond du Jura, c'est étrange, c'est étrange. On est très, très vite catalogué comme, le petit qui passe sa vie devant l'ordi, et mes parents ont dû gérer ça finalement. C'est quelque chose dont j'avais pas forcément conscience à l'époque, Ouais. mais je le vois maintenant. Mais les mentalités ont évolué maintenant. Quand je rentre au Jura, je suis plus le petit qui jouait à l'ordi. Ouais, Ça a beaucoup changé, ouais. OK. Ouais. Tu parlais de moments justement durant ton master qui étaient, pas évidents. C'est vrai qu'il y a toute cette question, finalement, de la santé mentale, santé physique aussi dans le cadre, du e-sport particulièrement. Comment ça ressemble à quoi finalement une journée d'un athlète e-sport? Comment est-ce qu'on s'entraîne? Ouais, à quoi ça Mmh. ressemble? Alors, déjà, je commencerai par dire que ma génération de joueurs professionnels ont été un peu les cobayes de ce qui doit être fait ou ce qui doit pas être fait. En termes que ce soit en termes de performance ou en termes d'équilibre et de santé mentale et physique, comme tu le mentionnes. Les équipes professionnelles d'aujourd'hui, ont appris des erreurs qu'on a fait nous, il Mmh. y a 5 ou 10 ans en arrière. Donc, en ce qui nous concernait, c'était vraiment, de l'entraînement massif, entre 6 et 8 heures par jour, 5 à 6 fois par semaine, où on essayait de jouer le plus possible pour s'améliorer le plus possible, pour peaufiner, que ce soit nos niveaux individuels ou les stratégies d'équipe. Enfin, je ne vais pas rentrer dans une description, de ce qu'est une équipe et de ce que l'on a besoin pour gagner, mais vraiment, on pensait qu'on devait mettre le plus de temps possible pour être les meilleurs possibles. Ouais. Ce qui était, évidemment, au jour d'aujourd'hui, on le sait, relativement limité comme approche. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte, que ce soit, la nutrition, que ce soit le sommeil, que ce soit l'équilibre, que ce soit même des moments juste d'échange en équipe pour créer la cohésion, tout ça. Nous, on était un peu au début de cette Mmh. logique. Donc une journée type pour moi, c'était, bon, déjà, je vais prendre après le master parce que pendant le master, c'était vraiment complètement chaotique. Après le master, c'était plutôt, on se retrouvait avec l'équipe entre 1 et 2 heures de l'après-midi.
Et on faisait un peu de théorique pendant 1 ou 2 heures où on discutait de stratégies qu'on devait améliorer ou peut-être on parlait d'un match qu'on avait joué, qu'est-ce qu'on a appris de ce match, et cetera. Et puis après, on jouait. On jouait, on s'entraînait, on jouait comme si on tapait dans un ballon pendant 5-6 heures, voilà, et on s'arrêtait vers 7-8 heures du soir et on se disait à demain. Ça, c'était les moments d'entraînement. Et puis après, il y a les moments de compétition. Entre 2013 et 2015, on va dire 2016, j'étais dans une équipe qui était très, très forte, donc je participais à toutes les grandes compétitions et il y avait des moments où ça pouvait être 2 ou 3 semaines de suite sur la route ou d'une ville à une autre, à une autre, à une autre et puis finalement, on rentrait à la maison donc et même à ce moment-là, il y avait très peu de réflexion faite sur, comment gérer ça, OK. comment gérer ne pas être à la maison, pas passer du temps avec, les amis, la famille, le copain, la copine. Ah voilà, ça nous à l'époque, on nous a rien appris. C'était un Mmh. peu: «Bon les gars, bonne chance, hein, gagnez des Ouais. trophées s'il vous plaît. Les sponsors ont besoin de visibilité. Hop, c'est parti». Mmh. Donc c'était un peu notre génération, hein. OK. Donc ça a suivi finalement un peu la même, tendance que dans le sport, je sais pas comment dire, sport normal, où justement on est passé d'une optique d'entraînement, acharné, puis même, à la limite se valoriser de t'entraîner sur une blessure, Mmh. voilà, à maintenant, bah, en fait, analyser, puis beaucoup aussi utiliser des outils beaucoup plus scientifiques, d'analyser, d'optimiser les performances. Tu parlais typiquement de, bah, du coup, maintenant de la nouvelle génération. Heu, Toi qui es toujours dans le milieu, qui est consultant là-dedans, justement, à quoi ça ressemble maintenant, pour des athlètes qui prennent tous ces facteurs en compte? Alors déjà, ça commence par, un staff d'équipe beaucoup plus important et beaucoup plus fourni qu'à l'époque. Quand je jouais, on était 5 joueurs. Si on avait de la chance avec un manager qui s'occupait un peu de, book nos billets d'avion, c'était tout, c'était la liste. Maintenant, c'est très régulier pour les équipes d'avoir, un nutritionniste, d'avoir soit un psychologue sportif, soit un expert en performance. C'est régulier pour les gens de faire des bootcamps, mais pas des bootcamps, mais pas où on joue, juste des bootcamps d'équipe. On va faire du ski, pendant 3 jours, juste pour passer des moments ensemble. Donc il y a eu vraiment une réflexion sur autour de jouer, comment maximiser la performance, comment optimiser un niveau d'éveil pour un match qui est à 8 heures, à quel moment il faut manger, qu'est-ce qu'il faut manger, quand c'est que je dois aller me coucher, si je dois être fort à 19 heures, si je dois être fort à 14 heures, comment je gère mon énergie sur un match qui dure entre 3 et 5 heures, comment est-ce qu'une équipe gère, une défaite, comment se relever après une désillusion, comment les joueurs se remettent en cause. Ça, c'est toutes des problématiques qui se sont développées incroyablement les dernières années Mmh. et je pense de manière générale, les gens jouent moins, mais les gens jouent mieux. Le temps qui est imparti à jouer est bien mieux utilisé, plus précis, plus affiné, de quoi on a besoin. On va passer 3 heures, mais on va juste, si je fais la comparaison, on va passer 3 heures à faire des coups francs parce que Ouais. c'est ça qu'il nous faut. On n'a pas besoin de faire des zones défensives, on les connaît, on va faire des coups francs. Hop, c'est parti pendant 2 heures. Voilà, tout est plus affiné, tout est plus, aussi scientifique comme tu le disais et le niveau de jeu s'est envolé les dernières années. Mmh. De la même manière que si on regarde un match de tennis, de McEnroe maintenant, on a l'impression de: «Mais c'est quoi ces clowns? Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est pas du tennis». Mais à l'époque, ben, voilà, et c'était le mieux que de ce qui se faisait. Mmh. Hem et l'e-sport a suivi et suit toujours la même courbe, mais je trouve que c'est exponentiel, en fait. Ça a été tellement rapide. Ouais. Ça a été sur 10 ans que ça s'est, propulsé. Mais effectivement, j'ai la chance d'être toujours, intégré là-dedans, quoi. J'avais failli collaborer avec une équipe, de e-sport, Ah ouais? ouais, ils m'avaient contacté pour tâter le terrain, pour de la préparation mentale. Alors j'avais juste eu un meeting qui était, enfin c'était assez incroyable, parce que tu vois, ils m'envoient un lien Discord, je connaissais pas du tout, je dis: «OK, c'est quoi?» J'arrive dans un chat où il y avait, mais je sais pas, 25 types qui me faisaient tous leurs petites blagues et puis enfin ça partait dans tous les sens. Finalement ça s'est pas fait, mais c'était assez fou rien que cette expérience-là parce que, du coup, je rentrais dans un monde moi les jeux vidéo, voilà, ça fait des années que je joue plus, puis j'étais très basique, Mmh. voilà, FIFA, NBA Live, tous ces trucs. Puis tout d'un coup, j'arrive avec des termes dans tous les sens Ah ouais, le lingo, il et est fort, hein, quand tu connais pas, hein. il était assez Waouh! poussé et c'est vrai que je me suis rendu compte avec, en fait, toutes les variables, en effet, que tu peux améliorer. Je me demandais aussi, typiquement en termes de,
parce que tu parles de nutrition, sommeil, donc là, c'est vrai qu'en termes d'attention, bon, on sort du cliché des canettes de Red Bull, juste se réveiller. En termes de préparation physique, est-ce que maintenant, il y a vraiment une part aussi qui est nécessaire à entraîner ça, rien que pour, je sais pas, tu vois, les maux de dos, Ça, c'est une bonne question. Je sais qu'en termes ergonomiques, il y a énormément de progrès qui ont été faits les dernières années aussi pour avoir des tables ajustables, des chaises avec un bien meilleur support lombaire, par exemple. D'un côté matériel, ça s'est énormément amélioré. Après, je pense que dans cette approche d'optimiser la performance et d'optimiser le bien-être et finalement la corrélation entre les deux, on a vu aussi pas mal de joueurs professionnels ces dernières années à être en meilleure forme physique, pratiquer une activité physique sur le côté, ce qui eux aussi les rend, on peut faire toute la liste, hein, mais plus confiants, plus à l'aise dans leur corps, plus à l'aise dans leur vie, plus alertes. Donc je pense qu'il y a eu aussi pas mal de progrès ou de travail qui a été fait dans ce sens-là pour que finalement les joueurs comprennent que la perception que nous, on avait à l'époque d'un clavier, une souris, un écran et on clique et ça marche, finalement, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et si on veut vraiment aller chercher les derniers 5% qui font la différence entre être la 10e meilleure équipe du monde, la première, ou la 20e et la 5e, il y a beaucoup de facteurs qui sont à considérer. Et on est arrivé dans cette optique maintenant, dans ce paradigme où on va chercher, on va gratter le pourcent en plus. Voilà, est-ce que oui, bah oui, c'est vrai, tu dis à l'époque, on prenait des energy drinks, hein, je veux dire, juste pour se maintenir. Mais maintenant, on s'est rendu compte qu'il y a évidemment un crash qui arrive à un moment donné qui est horrible à vivre pendant un match. C'est pas possible d'avoir un moment où t'as plus d'attention, où t'es trop fatigué mentalement. Donc, faut gérer qu'est-ce qu'on boit, quoi, quand. Ça s'est énormément développé. Ouais, nous, on était vraiment les pionniers. Ouais, puis tu parles, alors il y a le côté énergie, attention, mais de plus en plus, il y a des études qui montrent l'impact de la nutrition sur les émotions. Tu parles de gestion de la colère. Typiquement, des energy drinks qui sont au niveau déjà des excitants assez dosés, mais en plus ultra sucrés. Ça, en termes d'émotions, c'est une catastrophe, quoi. Donc, mais ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, dans le sport classique, il y a le côté physique qui était poussé très, très au top. Puis on dit, voilà, ce 5%, on va le chercher dans la préparation mentale. Dans le e-sport, finalement, il y a beaucoup plus de marge encore de progression parce qu'il y a tout le côté psychologique. Tu parlais de la cohésion d'équipe aussi qu'on prend pas comme ça quand on est un œil novice, on la prend pas en compte. Mais ouais, c'est un jeu collectif finalement. Puis il y a tout l'aspect physique, nutritionnel, etc., qui était peut-être pas du tout exploité à la base et qui maintenant peut prendre de l'ampleur. Tout à fait. Je pense que si on fait la comparaison avec les sports plus traditionnels, il y a évidemment une composante moteur. Mais on est beaucoup plus dans la finesse de mouvement et dans la précision et dans la rapidité de mouvement. Et ça, c'est quelque chose où maintenant les joueurs professionnels, la nouvelle génération de joueurs professionnels sont extrêmement forts. La rapidité avec laquelle ils visent avec la souris, ils font des mouvements d'une précision folle, à une vitesse que j'ai du mal à suivre avec mes yeux. Le niveau musculaire ou moteur, c'est envolé. De la même manière qu'un joueur de foot maintenant fait des passes, fait des dribbles qu'on n'a pas vu il y a 20 ans en arrière, c'est pareil. Ça, je pense que ce niveau-là, il arrive à un plateau maintenant où il évolue gentiment, mais c'est tous les à côté dont tu parles, où les équipes font de plus en plus de progrès et finalement, c'est un peu comme différentes écuries de Formule 1 qui cherchent des modèles différents. Ils cherchent d'avoir un moteur avec technologie XY, on va utiliser XY carburant. Les équipes font pareil, elles tâtent, elles essayent de voir qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Je te parlais avant, il y a des équipes qui font des camps d'entraînement sans ordinateur, où ils vont passer des moments dans la nature ensemble. Il y a des gens qui font des systèmes où il y a des appartements avec des bureaux. Donc les joueurs ont quand même leur appartement avec une vie privée, mais ils se retrouvent dans des bureaux pour être ensemble, pour s'entraîner. Les gens cherchent en fait la formule pour tirer le meilleur de leurs joueurs. Et on est définitivement loin d'avoir trouvé la formule parfaite. Mais il y a beaucoup de progrès qui se sont faits là-dessus dans les années. Ça me vient en fait pendant que tu parles, mais est-ce qu'il y a alors déjà une réglementation et ou des problèmes avec le dopage dans le e-sport? Alors c'est marrant que tu en parles parce que
il y a eu un... Voilà, je pense que les historiens vont m'attaquer. Il faut que je trouve la bonne année. Je dirais 2016-2017. Il y avait eu à l'époque un scandale d'une équipe américaine qui, a posteriori, un certain membre avait avoué prendre de l'Adderall. Je pense que c'est la Ritaline, plus ou moins. Même famille de... Pire. Voilà, la même famille, on va dire, de médicaments, pardon. Et donc, ça a été un des premiers cas un peu avoués d'équipes qui avaient pris des stimulants, psychostimulants pour être plus alerte, pour être plus au taquet pendant qu'ils jouaient. Et ça a un peu trigger une réaction en chaîne où maintenant il y a des contrôles antidopage finalement. Ok. En tout cas, en fin de ma carrière, c'était déjà le cas, 2017-2018, où un joueur peut aléatoirement être pris par l'organisation ou l'entité qui organise une compétition avec un test pour vérifier qu'il n'y a pas de substances illicites qui ont été prises pour ne pas améliorer, on va dire. Après, je ne saurais pas dire si le niveau de sécurité est si élevé que ça n'arrive plus. Finalement, je pense que c'est un jeu du policier du voleur. C'est un peu le cas dans le sport actuel. Bien sûr. Et un peu la question, c'est pas qui on compte pas, c'est qui se fait attraper, qui arrive à éviter. Je sais pas si c'est le cas en e-sport. Moi, j'ai quitté le domaine du joueur pur depuis 5 ans et je ne pourrais pas dire ce qui se passe derrière ce rideau. Je suis pas honnêtement sûr. Ouais. Et tu as une idée de quelles substances sont contrôlées? Les idées, à l'époque, mais il y avait déjà toute cette famille un peu de psychostimulants. Je pense que cocaïne aussi, je pense que ça devait être vérifié à l'époque, s'il y avait des traces ou pas. J'arrive plus à savoir. On nous avait présenté ça comme un kit assez exhaustif de contrôle, Ouais. où j'avais plus ou moins l'impression que, en sens commun, je savais ce qui n'était pas censé trouver. On va dire, même si j'ai pas une connaissance extrême Ouais. de tout ce qui est médicaments, etc., de substances, c'était plus ou moins les habituels, on va dire. D'accord. Après, je sais pas s'il y a des zones, d'ombre ou des zones grises où certaines personnes, sous réserve d'avis médical, peuvent avoir. Ça, je saurais pas dire. Ouais. Après, typiquement, dernièrement, par exemple, pour des sprinteurs, il y a des cas de dopage. Alors, je sais pas si c'est considéré comme du dopage ou pas, mais qui prennent certains médicaments qui boostent, je crois que c'est l'acétylcholine, je pourrais pas aller dans les détails, mais qui en gros te fait gagner un peu un centième ou un millième au niveau de quand tu captes le son du pistolet. OK. Oh, wow. Donc, c'est intéressant. C'est autant finalement du dopage. Moi, avant, c'était très, voilà, les sprinteurs qui ressemblaient à des buffles. Et puis maintenant, c'est plus quasiment vraiment du dopage mental, quoi. Ouais, je ne saurais pas où ça nous a pris dans l'e-sport maintenant. Je ne sais pas s'il y a des substances chimiques nouvelles. Il y a peut-être probablement un monde de marché noir là-dedans, c'est possible. Je sais. Là où il y a du succès, de l'argent, j'ai fait très possible. qu'on doit trouver ce genre de choses. Mais ok, c'est intéressant parce que tu parlais enfin, dans ton parcours, finalement, tu as su. Enfin, est-ce que ça a été facile pour toi, ces décisions de dire, ok, bah, il y a une opportunité qui arrive, je l'accepte, puis j'y vais? Ou est-ce que ça a été quelque chose qui était très dur comme choix par rapport à justement le fait de se détourner d'études universitaires? Alors, bon, ce qui m'a quand même aidé en premier lieu, c'est que quand j'ai reçu un premier contrat très solide en 2014, ma condition pour signer ce contrat, c'était qu'on me laisse finir mon master. Donc, je suis entré dans la négociation en disant, écoutez, je suis honoré, j'adorerais faire partie de cette équipe, j'ai envie de jouer avec vous, les gars, mais je ne ferai pas cette aventure si je ne veux pas finir mon master. Ok. C'est la première chose. Parce qu'à ce moment-là, si on se remet en contexte, j'avais pas la moindre idée de où l'e-sport allait. Il y avait visiblement une effervescence qui se passait, beaucoup d'excitation, beaucoup de hype autour de l'e-sport, mais j'avais pas la moindre idée si ça durait 6 mois, 5 ans ou 50 ans. Donc pour moi, c'était inenvisageable de mettre tous mes œufs dans le même panier, un panier qui avait aucune sécurité à mes yeux, même si extrêmement passionnant. Donc le fait que j'ai pu finir mon master, ça m'a déjà donné un sentiment de sécurité en termes de j'ai un filet. Si tout venait à se casser la gueule, je retombe sur mes pattes et je pourrais faire quelque chose qui m'intéresse et qui pourrait m'épanouir. Première chose. Après, c'est vrai, je dois avouer, quand j'ai eu cette opportunité de prendre la voie partenaire chez FX à Berne, ça a été stressant. Ça a été stressant pendant plusieurs semaines de faire le tour de qu'est-ce que je dois faire et d'arriver à faire le ménage entre ce que je
pense devoir faire et ce que je veux faire. Ouais. J'ai dû me battre un petit peu contre ça, finalement, moi, j'étais un des premiers dans ma famille à faire la voie universitaire complète et finalement, OK. j'avais cette chance là maintenant, comme je l'ai brièvement mentionné aussi, cette opportunité professionnelle était vraiment prestigieuse. Travailler avec ce professeur Mauro Minelli, qui était et probablement toujours est un mentor pour moi, quelqu'un que je respectais beaucoup. Et ça a été compliqué pour moi de pas accepter cette opportunité en me Ouais. disant: «Mais est-ce que je suis pas en train de faire une erreur? Est-ce que je vais le regretter ou pas?» Et puis finalement, j'en suis arrivé à la conclusion que je regretterais plus de ne pas suivre la voie du jeu vidéo et de voir où ça me menait. Ouais. Parce que peut-être qu'elle ne reviendrait jamais. Et j'avais pas forcément envie de vivre avec l'idée que j'ai pas pris ce train-là, Mmh. alors que les jeux vidéo étaient une partie si importante de ma vie pendant, à ce moment-là, déjà 15 ans, plus ou moins. Mmh. Donc ça a été un moment un peu compliqué, un moment charnier pour moi. Et d'ailleurs, ce qui était finalement coup du sort, 1 an après ça, j'ai été mis sur le banc de mon équipe. Donc j'ai dû retrouver une autre opportunité. Ça a été compliqué. OK. Donc voilà, dans les moments un peu sombres, on se dit: «Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a 1 an en arrière, je pourrais être à cet endroit-là». C'est un peu toujours les dangers, mais voilà, j'ai réussi à faire le tri un peu dans ma tête. Et puis l'autre moment qui a été une autre période qui a été compliquée aussi, c'est quand j'ai décidé d'arrêter de jouer et qu'on m'a donné l'opportunité d'être, analyste, donc consultant pour la télévision. J'emploie le terme télévision un peu libéral, hein, c'est du broadcast, donc c'est du stream sur Twitch. Ouais. Mais pour le langage commun, c'est plus simple de dire télévision parce que finalement, on travaille avec des caméras, des micros, un producteur, c'est tout pareil, sauf que la plateforme C'est ça. de visionnage est différente. Mais le reste est si on regarde mon plateau ou la RTS, exactement pareil. Ouais. Il y a aucune OK. différence. Donc quand j'ai décidé de travailler pour la télévision, les les 1res, on va dire, année ou 2 années, j'étais, heu, un freelance, donc j'étais, indépendant et je savais pas si ça allait marcher. Parce que c'est un monde qui est extrêmement compétitif. Chaque compétition a 2 à 3 à 4 places pour des experts qui sont Mmh. invités à donner leur avis et à finalement raconter l'histoire du tournoi, des équipes, des joueurs. Et quand j'ai commencé, j'ai eu très vite des retours très positifs en me disant: «Waouh, c'est vraiment intéressant». J'avais cette carte un peu de l'ancien joueur dont on a envie d'entendre l'avis. Mmh. Un ancien joueur de foot qui vient de sortir du PSG. «Ah, j'ai bien envie de savoir ce qu'il pense de cette équipe-là». Donc j'avais cette carte un peu, pour moi en termes de crédibilité. Mais après, j'ai dû me faire ma place dans un monde qui était super compétitif et pendant quelque temps, je me suis dit: «Mais est-ce que je vais y arriver?» À un moment Mmh. donné, on ouvre l'agenda sur Google et il y a pas d'événement. Personne ne nous a encore appelés. J'ai des factures à payer, j'ai un appartement à payer. Qu'est-ce que je vais faire dans 2 mois? J'ai eu quelques passages un peu compliqués, très anxiogènes, Mmh. mais finalement, j'ai continué, je me suis battu pour m'améliorer, pour prendre ma place et puis là, maintenant, ça fait 2 ans, 2 bonnes années, peut-être un peu plus, que j'ai une «place au soleil» entre guillemets, où j'ai la chance d'être, continuellement, demandé pour participer à des compétitions et c'est vraiment juste je profite maintenant. Je profite de m'épanouir dans une discipline où j'ai la confiance de mes partenaires avec qui je travaille. Je peux me permettre de tenter, d'explorer un peu, de faire un peu le foot devant la caméra. Au début, j'étais raide comme un bâton, j'avais peur. J'avais peur de dire des bêtises, j'avais peur de dire quelque chose qu'il fallait pas. Et puis là, maintenant, avec le temps, je me suis laissé aller, j'ai appris à jouer un peu, à faire un peu le mariole. Mais j'ai dû passer cette période de quelques années, 1 ou 2 années, où je me disais: «Mais purée, mais qu'est-ce que je vais faire demain, quoi? Mmh. Est-ce qu'on va me rappeler? Est-ce que je vais avoir un autre job?» Je salue vraiment du coup, en fait, ton parcours parce que ce que je vois tous les jours dans mon cabinet, c'est j'ai beaucoup de gens qui viennent qui ont des problématiques plus ou moins, graves en lien avec l'anxiété et puis, ben, cette anxiété, elle est inhérente à tout choix dans la vie, notamment des choix professionnels et ce que je trouve intéressant, c'est que dans tes prises de décision, c'était jamais, serein et finalement, c'est quelque chose qui est normal, que moi j'explique toujours, c'est que finalement, si vous devez faire un choix qui est important pour votre vie et qu'il y a aucune appréhension, c'est que c'est un choix qui va rien vous amener. Le fait d'avoir un peu d'anxiété avant de prendre une option, bah, ça veut dire que justement, en fait, on va vivre quelque chose qu'on n'a pas encore vécu. Mmh. On n'est pas sûr d'avoir toutes les compétences, donc ça va nous faire grandir. Et s'il y a pas cette appréhension, c'est qu'on va dans un lieu où voilà, tout est maîtrisé, Mmh. mais finalement, on va pas vraiment évoluer. Et j'ai l'impression
enfin, bravo d'avoir su choisir aussi ces options qui se présentaient comme ça. Et tu émettais des doutes sur le fait Voir ça. de revenir sur l'employabilité, en tant que psychologue Mmh. peut-être un jour. Moi, je doute pas une seconde que ça soit, tout à fait compatible, même que cette carrière que tu as eue, pourrait être un gros avantage là-dedans. Mais ouais, je trouve intéressant ce processus de décision. Ah, disons, en tant qu'indépendant, c'est c'est un c'est une activité, qui peut être parfois très compliquée parce qu'on est seul avec soi-même. Ouais. Et on doit porter la responsabilité de nos choix pour le bon et le mauvais. Mais en même temps, ça m'a forcé à plusieurs reprises de me regarder dans le miroir et de m'écouter au-delà de la première réaction. C'est-à-dire, si quelque chose me faisait peur immédiatement, j'aurais pu simplement me retourner et partir en courant. Mais à un moment donné, se dire: «OK, stop, pourquoi? Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi est-ce que c'est ma réaction à cette option que j'ai ici et qu'est-ce que ça veut dire?» Et quand j'ai finalement appris de mieux en mieux à m'écouter, à communiquer avec moi-même, c'est un peu étrange de dire ça, mais c'est un peu comme ça, je l'imagine. Quand on commence à s'entendre et à mieux s'écouter, on arrive à prendre des choix qui sont après pas forcément sereins, mais qui sont assumés. Parce qu'on sait pourquoi. Quand moi j'ai décidé d'arrêter de jouer en 2018, mon équipe à l'époque ne voulait pas. On m'a c'est de la pression, mais c'est une pression qui était amicale, hein, c'était pas hostile, mais Mmh. on m'a mis sous pression pour continuer parce qu'à l'époque j'étais encore assez fort et évidemment mon équipe voulait pas me perdre et ça n'a pas été forcément facile de prendre ce choix, mais j'étais arrivé à avoir un dialogue avec moi suffisamment calme pour me dire: «Je prends la décision la plus en accord avec moi-même maintenant». Ouais, Ce qui n'est pas la même chose de dire: «Je prends la bonne décision». ouais. Parce que objectivement, je ne sais pas. C'est peut-être une décision qui va m'emmener vers une voie qui est peut-être néfaste ou ça va être peut-être compliqué, mais aujourd'hui, je sais pourquoi je prends cette décision. Mmh. Et dès l'instant que j'ai réussi un peu à développer ce dialogue, j'ai commencé à prendre les choses un peu plus sereinement. Et l'autre chose aussi, c'est, donc tu parlais de cette peur et de l'inconnu où finalement, si on est tranquille, c'est on est dans nos zones de confort. J'ai appris en tant que intermittent du spectacle ou personne qui travaille à la télévision, Mmh. à capter ces moments-là et à aller les chercher pour ne pas être, stable et stagner dans ma situation. Mmh. Parce que, si je me suis rendu compte qu'en fait, si je restais dans ce que je savais faire à l'écran, j'allais, de manière irrémédiable, être dépassé par d'autres personnes qui prenaient peut-être plus de risques, qui tentaient un petit peu plus. Et j'ai compris que quand j'avais peur de faire quelque chose, il fallait que j'essaye. Mmh. Peut-être ça allait pas bien se passer. Peut-être après avoir essayé, je me dis: «Finalement, ça me plaît pas, je veux pas». Mais je refuse de laisser ce premier feeling d'anxiété me bloquer. Mmh. J'ai un exemple, récemment, donc moi je suis à l'heure actuelle un analyste. C'est-à-dire que je participe à une discussion, généralement à une table ou à un sofa et cetera, avec un animateur qui, jongle la conversation, qui pose des questions comme on peut voir à la télévision, par exemple. Mmh. Et en janvier, j'ai reçu une offre pour être, en anglais, c'est stage host, donc j'imagine maître de cérémonie, je peux dire ça? Ouais. Maître de cérémonie pour une cérémonie d'awards, pour les jeux vidéo. Donc on décernait, la récompense du meilleur joueur, la récompense OK. de la meilleure action, la récompense du meilleur jeune joueur et on m'a demandé si je voulais être le maître de cérémonie dans cette salle OK. avec, entre 300 et 400 invités, parmi les plus prestigieux du milieu et cetera et je me suis dit: «Mais c'est Mmh. terrifiant». Mmh. Pour moi, c'était tellement différent, entre ma position, la table, la caméra et ça, pour moi, c'est ma zone de confort. Ouais. Je connais la caméra, il y a aucun souci. Mais tout d'un coup, je me suis retrouvé en me disant: «Putain, je vais être sur cette scène, juste moi avec mon micro et 300 personnes devant moi» Mmh. et les premières minutes, c'était mais un cauchemar, un cauchemar. Alors et même les 48 heures qui ont précédé, un cauchemar. J'avais l'impression que j'y arriverais jamais Mmh. et c'est parce que je me sentais comme ça que je savais que je devais le faire, que je devais essayer et puis finalement, la soirée est passée. J'ai fait ce que je considère être un bon travail. Évidemment, beaucoup de marge pour, progresser et si j'avais une autre opportunité, je ferais probablement un meilleur travail. Mais j'ai trouvé que c'était la façon saine de gérer ça. Là, on m'a offert une possibilité, une opportunité qui était, intimidante. J'ai tenté le coup, j'ai eu peur, j'ai dû gérer cette peur. Je l'ai fait, j'ai fait du bon travail, pas exceptionnel, mais du bon travail et maintenant je suis armé. Si demain je reçois une autre opportunité, j'aurais plus la même peur. Au contraire, je serais
content de remonter sur une scène et de refaire ça. Mais j'aurais très bien pu partir en courant. Hein. Je pense que toutes les cellules de mon corps me disaient, mais ne fais pas ça, ne fais pas ça, pars en courant. Mais bon, voilà, c'est là, faut parfois sortir de sa zone de confort pour on peut s'enrichir, je pense, humainement et professionnellement. Mais je trouve, en fait, j'adore comme tu as formulé ça. C'est, premièrement, de rappeler qu'il y a jamais de bonne ou de mauvaise décision, parce que c'est à la fin qu'on juge finalement. Et ce qui peut paraître un truc, une des pires choses qui nous arrive à un moment donné, finalement, c'est une bénédiction une fois qu'on a un peu plus de recul. Mais j'adore, comme tu le dis, où c'est qu'il faut pas prendre des décisions en étant serein, mais en les assumant. Mmh. Et ça revient vraiment, en fait, à certaines valeurs, c'est-à-dire on prend des décisions par rapport à nos valeurs, puis par rapport à ce qui est juste ici, maintenant. Mmh. Et ça, quand on a compris ça, bah, c'est beaucoup plus simple de prendre des décisions parce que est-ce que c'est la bonne décision? On peut pas le savoir, mais est-ce que ici, maintenant, c'est en accord avec mes valeurs et c'est en Mmh. accord avec mes besoins? Bah, ça, on peut le dire. On le sent même souvent physiquement, mais une fois qu'on prend la décision, on le ressent tout de suite. Et ça, je trouve hyper bien comme tu le formules, parce que je peux que encourager Ouais. tout le monde à procéder comme ça pour les prises de décision. Je pense que le plus important, c'est de, comme tu dis, ne pas réfléchir forcément en termes de bonnes ou mauvaises décisions, mais c'est d'être capable de vivre avec cette décision. Et finalement, dès l'instant où on atteint ce stade-là, même si la route qu'on prend ne nous amène pas forcément là où on espérait immédiatement, ce sera beaucoup plus simple de gérer ce qui se passe après. Si on peut se dire finalement, Mmh. bon, bah, ça n'a pas fonctionné, mais je sais pourquoi j'ai tenté. Ouais. Voilà ce que j'ai appris. Je me suis respecté, j'ai suivi la route que je voulais suivre. Et maintenant, soit on recommence, soit on prend un autre chemin. Pour moi, c'est beaucoup plus important que de chercher la bonne décision. Et je Mmh. pense que c'est à ce moment-là qu'on peut se coincer dans des labyrinthes mentaux où on a peur, on pèse, qu'est-ce que je dois faire, gauche, droite, ça ou ça. C'est comme tu dis, je pense que plus souvent qu'on l'imagine, on a en nous des indications sur ce vers quoi on devrait aller. Mais je pense que beaucoup de gens, moi-même inclus quand j'étais plus jeune, on nous a pas forcément entraînés à nous écouter Ouais. et à reconnaître un peu ces signes, et à pouvoir faire le tri entre, les émotions qu'on ressent, qu'est-ce que ça veut dire, ça a été vraiment un chemin pour moi, puis encore là, j'ai 33 ans, je pense que je suis encore au début du chemin, mais c'est une clé, pour la vie qui est vraiment extrêmement importante, je pense. Ben, c'est vrai que dès qu'on pense à qu'est-ce qui est bon pour moi, ben, c'est là où viennent toutes les croyances, toute l'éducation, tout le ben, ouais, mais purée, j'ai fait le gymnase, j'ai fait 5 ans d'uni, je vais pas partir pour des jeux vidéo. Enfin, c'est là où en fait on sait plus sur quoi se baser. Moi, les grandes décisions, je les prends en faisant des exercices d'auto-hypnose où il y a même pas besoin de forcément être en hypnose pour faire ça, mais je me mets comme ça, je mets une option A dans la main droite, option B dans la main gauche. Je dis: «L'option qui est la plus juste pour moi, la main va s'alourdir». Et ça paraît, fou, Non, mais juste ça mais m'intéresse. tout de suite, on sait tout de suite. Ah ouais. Soit parce que vraiment, si tu es en hypnose comme ça, tu sens vraiment, tu as la main qui descend, soit parce que dès le moment où tu commences l'exercice, tu dis: «Purée, j'espère que c'est Ouais, la main, c'est comme droite» le pile ou face, hein. exactement. Et là, si tu suis ça, moi, je prends toutes mes grandes décisions, je vérifie comme ça et pour l'instant, je m'en sors plutôt pas trop mal. C'est une façon de d'auto-check, presque physiquement et mentalement comment on réagit à une décision. Absolument, ouais. On se trompe rarement. Mmh. Là encore, la définition de se tromper, c'est quelque chose qu'il faut apprendre aussi à vivre avec. J'ai lu d'ailleurs, je recommande récemment un bouquin qui s'appelle, en anglais, c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck, je pense. Ouais. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant comme perspective sur les choix de vie, accepter de se tromper, accepter que finalement on se trompera toute notre vie, mais on se trompera juste un peu moins. Mmh. Ça, je recommande grandement en termes de philosophie de vie, c'est vraiment intéressant. Mais c'est dont tu parlais, les décisions, OK. comment prendre la bonne décision, qu'est-ce que la bonne décision, ouais, c'est une bonne lecture. On arrive gentiment vers le bout, de l'interview. Je voulais te demander si, un jeune qui regarde cet épisode et qui rêve de se lancer dans le e-sport, qu'est-ce que tu lui donnerais comme, conseil? Hem, alors, le premier conseil qui est peut-être un petit peu, le plus rabat-joie, mais le plus réaliste, c'est que je conseille à tout à chacun véritablement de
de se préparer quand même un plan B. Parce que au même titre que devenir un écrivain célèbre ou un acteur célèbre ou un joueur de foot célèbre, un joueur de basket célèbre, un joueur de poker, n'importe quelle de ces carrières qui sont finalement très élitistes, il y a énormément de gens qui essayent et très peu de gens qui sont appelés à réussir. Ça, c'est une réalité quand même, des chiffres qu'il faut considérer. Dès l'instant où on a conscience de cette réalité et qu'on a peut-être posé les briques pour pouvoir éventuellement construire un autre chemin plus tard, pour moi, c'est déjà le premier step. À partir de là, je pense qu'il faut se donner la chance. Il faut accepter que parfois, ça peut prendre du temps pour trouver le succès. On est dans un âge, je pense, où on a envie d'avoir tout trop vite. Moi, ça m'a pris des années et des années pour signer un premier contrat. Donc, je pense qu'il faut se donner le temps et il faut s'assurer que, au lieu de juste viser un objectif et de souffrir sur le chemin, il faut s'assurer que le chemin est agréable. Ouais. Ça, c'est vraiment le plus important pour moi. La seule raison pour laquelle je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai aimé et j'ai apprécié l'immense majorité du chemin que j'ai parcouru. Ouais. Toutes les heures que j'ai investies. Évidemment, il y a eu des moments de colère, de rage, et des moments de désillusion, de tristesse, évidemment. Mais de manière générale, j'ai apprécié ce chemin et ces efforts que j'ai faits. Et c'est la seule raison pour laquelle je suis arrivé où je suis maintenant avec ma santé mentale. C'est, je pense que le risque parfois, c'est d'imaginer un objectif en se disant, tiens, je veux être un joueur professionnel, mais est-ce que j'aime le temps passé? Est-ce que j'aime m'entraîner? Est-ce que j'aime me remettre en question? Toutes ces choses qui sont peut-être un peu moins glamour, mais si on n'aime pas le chemin, au moins, on va dans le mur. Après, s'il y a des gens qui aiment ça, qui aiment se dépasser, moi, je suis très compétitif. Donc, dès l'instant où je me suis rendu compte que je n'aimais pas perdre et que je voulais être meilleur que celui qui m'a battu et je ferais n'importe quoi, entre guillemets, pour y arriver, je mettrais le temps nécessaire. Et je suis stimulé, voilà, c'était la route pour moi. Mais il faut savoir si on peut suivre cette route. Et si c'est le cas, feu départ, allez-y, essayez. Je veux dire, au pire des cas, ça ne marche pas. La vie continue, même si ça n'a pas marché. Rien à ajouter à ça. Je pense que cette philosophie de vie, elle peut s'appliquer dans le sport, mais elle s'applique dans n'importe quel domaine. Ce que je retiens vraiment, c'est le côté, tu peux être compétitif, mais le résultat, il n'est pas en ton contrôle. Tout ce qui est en tes mains, c'est justement ce chemin, ce processus d'entraîner, de perfectionner, apprendre, etc. Et t'es un énième exemple de à quel point ça peut être porteur de performance, mais surtout d'épanouissement. Absolument. Avant la performance, vraiment. Pour moi, c'est le plus important. Merci beaucoup. Plaisir. Et puis, à bientôt. Écoute, on verra, peut-être construire dans quelques années. J'espère. Merci beaucoup, Mathieu.